y a des ballons rouges partout à Paris, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais su ce que j'allais vivre aujourd'hui, je ne serais jamais sortie de chez moi. Il y a plein de gens bizarres d'un coup. Putain, mais ils distribuent des trucs, hein. Il y a une personne là-bas qui nous fixe. Il y a un mec trop bizarre depuis tout à l'heure. Putain, viens. Je me suis retrouvée face à un clown tueur, je vous jure que c'est pas une blague, je vous raconte. Comment Pennywise a pris le contrôle de Paris comme il l'a fait avec Derry. Avec l'arrivée de la nouvelle série Bienvenue à Derry sur HBO Max, centrée sur l'univers de ça, je me suis dit qu'il était temps d'enquêter sérieusement pour comprendre d'où vient ce mythe et comment ce visage de la terreur est né. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, mais HBO, si jamais, voici mon mail. On en vient à cette panique. Le faux clown sème la terreur aux abords des écoles. Il avait le mal en lui, mais il le cachait. On croit tous connaître la peur. On a vu des démons, des possessions, des tueurs masqués, chacun le fruit d'une immense imagination, et aussi, pour beaucoup, inspiré de faits réels. Mais pour l'un d'entre eux, c'est différent. Il n'est pas un simple monstre de cinéma, il a transformé la société. Il a créé une phobie, un mouvement, il a créé un mythe. Cette vidéo ne va pas vous raconter un film d'horreur. Nous allons nous plonger dans une enquête qui va nous faire comprendre comment un clown de fiction a réussi à s'imposer dans notre esprit comme la forme ultime de la terreur. Le clown, ça remonte au XVIe siècle. Pour vous situer à cette époque, Léonard de Vinci est en pleine réalisation de la Joconde. La France voit succéder plusieurs rois qui imposent tous un pouvoir absolu. Le peuple, nos ancêtres, vivent dans la dureté, la soumission et la fatigue permanente. Et dans tout ça, il y a une silhouette qui se distingue. Il n'a pas encore ce visage peint et ce nez rouge qu'on lui connaît aujourd'hui, mais son rôle est le plus important. Il tourne en dérision ce qu'on ne pouvait pas dire tout haut, et rit du pouvoir, de la morale et même de la peur. Dans les foires et les théâtres, il est celui qui ose, et on lui donne différents noms. Le bouffon, le saltimbanque, l'arlequin, le pierrot. Les années passent, nous sommes au 19e siècle. L'invention de la photographie est en cours, et le bouffon du 16e siècle qui amusait le roi n'a plus sa place. Alors, un homme, nommé Joseph Grimaldi, va fixer de nouveaux codes. Le maquillage blanc, les lèvres rouges, le sourire démesuré, voilà à quoi ressemble un clown. Il devient reconnaissable et universel. Si vous voulez représenter un clown, il doit ressembler à ça. Mais derrière cette création, Grimaldi cache une vie de souffrance. Et ce contraste entre le masque joyeux et la douleur qu'il dissimule va marquer à jamais l'image du clown. C'est ici que l'on repère la première fissure derrière le maquillage, car plus le visage est peint, plus il devient étrange. Ce sourire permanent, forcé, finit par troubler, et sans le savoir, le clown vient de faire basculer une croyance qui pourtant était indiscutable. Mais maintenant, le rire et le maquillage coloré n'est plus seulement signe de joie et de sûreté, mais peut également devenir la source même de la peur. Mais pour avancer un bon coup, il faut se rendre au XXe siècle. En 1928, tout va basculer. Le film The Man Who Low sort au cinéma. Il raconte l'histoire d'un homme condamné à sourire pour toujours. Le public découvre un choc inédit. Le sourire peut cacher la douleur et non la joie. Le film bouleverse les esprits et inspirera directement la création du personnage du Joker, figure où le rire devient synonyme du chaos. Et si Grimaldi avait dessiné le plan que le rire n'était pas seulement source de joie et de confiance, ce film pose des fondations qu'il peut être synonyme de douleur et de terreur. Nous sommes quelques décennies plus tard, en 1980, et sort le film The Shining. Ce n'est plus un masque qui sourit, mais un homme. Le sourire de Jack Torrance n'amuse personne, il annonce la folie, et inconsciemment,
le monde commence à associer le sourire non plus seulement au bonheur mais également à la perte de contrôle, à la terreur et à la douleur. Ici, nous ne sommes plus sur des fondations. Le public intègre que le sourire peut terrifier, que le rire peut appartenir à un enfant innocent, mais aussi à un tueur en série. Et une bonne fois pour toutes, il était temps d'enfoncer le couteau davantage. Car en 1982 arrive Poltergeist. Poltergeist. Il sait ce qui vous fait peur. Où un simple clown en peluche, symbole de l'enfance, devient la source du cauchemar. Les spectateurs réalisent que l'horreur ne vient plus de l'extérieur, mais de ce qu'ils croyaient familier. À ce moment-là, le terrain était prêt. Le sourire n'était plus un signe de confiance, mais une menace. Et c'est précisément sur ces ruines que va naître l'idée de faire du rire une terreur. Et si je dis seulement l'idée et non pas le personnage directement, c'est parce que pour l'instant, le clown reste familier et il continue à faire rire et à divertir. Les années passent et le personnage s'adapte. Il quitte les cirques pour la télévision, les fêtes et la publicité. Il devient une figure familiale, presque rassurante. Si on retourne dans les années 60, il s'invite même à table avec Ronald McDonald, le clown qui vend du bonheur à travers des hamburgers. Même si le rire et le sourire ont basculé de l'autre côté, le clown semble être celui qui garde l'espoir malgré ses douleurs enfouies. Mais dans les années 70, alors que personne ne s'y attendait, un drame va tout changer. Beaucoup de gens ne savaient même pas que j'avais un frère, et encore moins qu'il s'agissait de John Wayne Gacy. Investigators have started to dismantle Gacy's house and garage as they continue to search for other bodies in this quiet suburban neighborhood. Tout commence avec un homme. Pour être plus précis, en 1972, cet homme allait dans les hôpitaux, aux fêtes des enfants, avec son maquillage et ses ballons. Il faisait partie de ces centaines de clowns qui faisaient vivre aux enfants l'expérience du rire et du sourire qui donnait du bonheur. Mais il n'aura pas fallu longtemps pour que le clown bascule dans l'horreur. En 1978, la vérité éclate. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il faire ça? Il avait le mal en lui, mais il le cachait. Il ne le montrait pas. À partir de Pogo le clown, ou John Wayne Gacy de son vrai nom, quelque chose s'est brisé. Du jour au lendemain, le clown n'était plus un symbole de joie. Son sourire s'est tordu, son rire est devenu suspect, et cette figure qu'on confie à nos enfants est devenue celle dont on veut les protéger. Depuis ce triste jour de 1978, personne n'a jamais regardé un clown de la même façon. Et si ce monstre a posé les fondations de cette peur, il fallait bien un homme, un génie, pour bâtir un véritable empire de l'horreur. Et son nom, c'est... We begin with Stephen King. He is a national treasure of terror. Since the publication of his first book, Carrie, in 1974, Stephen King has written 27 novels that have sold 150 million copies worldwide and made him very rich. Stephen King. À ce moment-là, il est au sommet de sa carrière. Il connaît la peur comme on connaît notre propre visage. En 1986, il publie It, ou ça en français. Pas juste un roman, un monstre littéraire de plus de 1000 pages. L'histoire d'une entité ancienne, capable de prendre la forme de ce que nous redoutons le plus. Mais ce n'est pas ça qui relie ce monstre à notre histoire. Car pour piéger les enfants, cette chose choisit le déguisement le plus rassurant du monde. Un clown. Sauf que Stephen King en est conscient. Il sait que le clown a déjà basculé de l'autre côté, mais il sait aussi que personne n'a déjà ancré cette image dans l'esprit fantastique du monde. Les gens le savent, s'en méfient, mais n'ont jamais posé une image, une terreur, une réelle peur sur cette arrière-pensée. Pennywise, ou Gripsou en français, c'est le monstre parfait, tiré d'une peur récente. C'est comme enfoncer encore plus loin un couteau venant d'être planté dans la chair. Ce que King fait là, c'est du génie pur. Il transforme la confiance en menace, l'enfance en vulnérabilité.
Si l'espoir du clown Ronald McDonald ou celui du cirque de notre enfance survivait encore, Stephen King vient de l'enterrer définitivement. À travers Pennywise, King dit quelque chose de terrifiant. Le mal ne se cache pas dans l'ombre. Il s'assoit juste à côté de vous. Il ne crie pas d'une voix rauque, mais s'esclaffe d'un petit rire fin. Il ne porte pas un masque terrifiant ou un visage scarifié, mais un maquillage universel, celui du clown. Ce livre est évidemment un succès éditorial. C'est un séisme culturel, parce qu'il donne un visage à une peur qu'on n'osait pas nommer. Pour la première fois, le monde entier l'a vu. Et apparemment, il avait un maquillage blanc et un nez rouge. En 1990, le monde connaît déjà Stephen King. Ses livres sont partout et chacun a sa manière d'explorer la peur. Mais ça, lui, est différent. C'est une histoire si vaste qu'elle semble impossible à adapter. Et pourtant, cette année-là, le clown passe à l'écran. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, Bucko. Don't you want a balloon? Une mini-série de 2 soirées, diffusée sur la télévision américaine. Pas de sortie en salle, pas de tapis rouge, juste un rendez-vous dans les salons un soir d'automne, quand les familles s'installent devant la télé. Et c'est là que la peur prend enfin un élan inarrêtable pour de bon. Tim Curry donne à Gripsou un visage humain. Son rire, sa voix, sa manière de parler aux enfants, c'est la peur du quotidien, celle qu'on ne peut plus éteindre quand l'écran redevient noir. Pour la première fois, la peur s'installe dans notre lit, et si nous avions du mal à l'imaginer concrètement avant, personne maintenant ne peut l'oublier. Et le lendemain, tout le monde en parle. Les enregistrements VHS circulent de main en main, les vidéoclubs se remplissent, le clown, sans passer par le cinéma, est partout. Dans les discussions, dans les cauchemars, dans les chambres d'enfants. Ce soir-là, Pennywise ne s'est pas contenté d'apparaître, de faire peur et de partir. Il est entré chez les gens. Et à partir de là, la légende du clown tueur était définitivement née. Nous sommes plus de 25 ans plus tard. Le clown de Stephen King est resté dans l'ombre. Après la diffusion de la mini-série en 1990, Gripsou est devenu une légende. Une peur transmise de génération en génération, comme un vieux cauchemar qu'on raconte encore juste pour voir si les enfants y croient. Mais à mesure que les années passent, la peur s'endort, le film vieillit et l'image du clown tend à redevenir positive et à quitter le monde de l'horreur. Mais c'était sans compter l'arrivée d'Internet. Au début des années 2010, YouTube explose, et avec lui un nouveau type de contenu, les vidéos chocs, des caméras cachées, des pranks, des concepts absurdes. Mais tout bascule réellement en août 2016 aux États-Unis. Plusieurs signalements de clowns effrayants près des forêts et des écoles font irruption, des apparitions qui deviendront virales. Bien sûr, les générations ayant connu Gripsou font le rapprochement, mais il ne peut pas être de retour. Comment pourrait-il atteindre un apogée encore plus gros qu'il avait à l'époque ? Entre septembre et octobre 2016, le phénomène explose dans plusieurs pays. Plus rien ne semble arrêter son retour. Des centaines de vidéos mettent en scène des inconnus déguisés en clowns, courant après des passants, filmés la nuit, sous des lampadaires, au bord des routes, des silhouettes silencieuses filmées par des témoins, relayées par des millions de vues. On parle de clown tueurs. La panique gagne les réseaux sociaux, puis la presse. Certains croient à une opération marketing, d'autres à une contagion collective. Mais ce que ne savaient pas les gens, c'est que le timing est parfait, voire terrifiant. Quelques mois plus tard, la première bande-annonce du grand retour de Pennywise est dévoilée. Et les hasards font bien les cauchemars. Avant même sa sortie, Gripsou était déjà revenu. Pas sur un écran, mais dans nos rues.
On se retrouve donc en 2017. 27 ans ont passé. Et comme dans l'histoire, le monstre revient. La même attente, la même peur, mais cette fois sur un grand écran. Réalisé par Andy Muschietti, il adapte la première moitié du roman de Stephen King, celle où le mal s'attaque à des enfants, un groupe qu'on appelle le Club des ratés, des gamins d'une petite ville du Maine, exactement comme les enfants qui, dans les années 90, regardaient la série télévisée. Et c'est là que le parallèle devient glaçant. Ceux qui avaient eu peur de Gripsou enfant se retrouvent 27 ans plus tard face aux mêmes monstres dans les salles obscures, exactement comme les héros du livre qui doivent eux aussi affronter Pennywise à nouveau 27 ans plus tard. Dans le premier film, tout commence par une scène simple. Un bateau, un enfant sous la pluie, un égout, une main blanche, un sourire et une voix qui dit « Bonjour Georgie ». En une phrase, toute une génération de spectateurs se fige. Parce que oui, ils la connaissent bien la suite. Et pourtant, ils regardent. C'est ce que ce film réussit mieux que tous les autres. Faire vivre la peur du souvenir. Pas la peur du monstre inconnu ou du screamer, mais celle qu'on croyait avoir laissée derrière soi. Le réalisateur modernise tout. Le clown, interprété par Bill Skarsgård, est plus instable, plus imprévisible, et les effets spéciaux amplifient ce que Tim Curry avait seulement suggéré. Mais la vraie force du film, ce n'est pas la technique, c'est ce jeu de miroir. En salle, on revit le même cycle que dans l'histoire. Des enfants confrontés à leur peur, puis dans le deuxième opus, des adultes forcés d'y retourner. Ça, c'est autant un film d'horreur qu'un rappel. Certaines peurs ne meurent jamais, elles attendent simplement qu'on rouvre la porte. Et le succès est immense. 700 millions de dollars au box-office, des salles comblées dans le monde entier et un phénomène culturel qui dépasse le cinéma. Pennywise devient une nouvelle fois le visage de la peur moderne, celui qui nous observe, qui nous amuse, avant de nous rappeler qu'on ne rit jamais sans risque. La suite, en 2019, termine l'histoire que nous connaissons déjà. Gripsou est vaincu, les sourires reviennent, notre peur s'efface, et tout le monde oublie qu'il n'est jamais loin. Aujourd'hui, tout le monde connaît son visage. Même ceux qui n'ont jamais vu le film savent qui il est. Gripsou ou Pennywise est devenu bien plus qu'un personnage de fiction. C'est une idée, l'idée qu'il y a toujours quelque chose derrière le masque, que même le rire le plus sincère peut cacher quelque chose d'inquiétant, que parfois, le danger n'arrive pas en criant, il arrive en souriant. En 4 siècles, le clown a tout traversé. Il a fait rire les rois, les enfants, les familles, puis il a hanté les écrans, les rêves et les rues. Il a changé de forme, de ton, de visage, mais il n'a jamais disparu. Parce qu'au fond, il n'a jamais eu besoin d'égout pour nous atteindre. Il suffisait d'un miroir. Alors, quand les lumières se rallument et que le film s'achève, on se dit qu'il ne s'agit que de cinéma. Mais rappelez-vous, si vous croisez un sourire trop large, un rire un peu forcé, un simple égout qui vous rappelle ce ballon rouge iconique, souvenez-vous, en bas, ils flottent tous.